Alors, Martine Lebovici, vous êtes philosophe, maître de conférences émérite à l'Université Paris Diderot, spécialiste de la pensée d'Hannah Arendt. Vous avez notamment travaillé sur la place et le rôle de la judéité dans la pensée et la vie d'Arendt. Et avec cet entretien, on voudrait comprendre justement l'influence qu'a eue la judéité sur la réflexion philosophique d'Arendt et ses positions politiques, en particulier son analyse de l'antisémitisme et du mouvement sioniste. Alors par ailleurs, elle a eu des rapports parfois difficiles avec la communauté juive, notamment au moment de la publication de son livre sur le procès d'Eichmann, et Gershom Scholem lui a même à ce moment-là reproché de ne pas aimer le peuple juif. On y reviendra dans le cours de l'entretien. Et pourtant, quand on demandait à Arendt qui êtes-vous, elle avait coutume de répondre une juive. Et c'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans l'un de vos livres intitulé Hannah Arendt, une juive. Alors, comme première question, je voudrais vous demander pourquoi ce titre et que signifie pour Arendt l'appartenance au peuple juif? Alors ce titre, il est venu d'un texte d'Arendt qui est publié dans Vie politique et qui reprend le discours de réception qu'elle a fait en 1958 du prix Lessing à Hambourg. Et à un moment, revenant de façon rétrospective sur son histoire et du fait aussi qu'elle se retrouvait en Allemagne et qu'elle recevait un prix, elle disait que elle voulait rappeler que pendant de nombreuses années, quand on lui posait la question qui êtes-vous, elle répondait une juive, et elle précisait immédiatement que cela relatait un présent politique et que c'était la seule réponse possible pour prendre acte de la réalité de la persécution. Et elle rajoutait aussi en cela, par là, que en cela, elle reconnaissait son appartenance à un groupe qui l'avait forcé à l'anonymat. Et donc je me suis dit, il y a là quelque chose de tout à fait central pour comprendre la judéité d'Arendt. Alors déjà, on peut signaler que quand on parle d'Arendt, on parle de judéité et non pas de judaïsme. Et par judéité, on peut entendre une expérience qui est liée à une situation spécifique de l'histoire des Juifs dans les divers pays où ils se sont produits, où ils ont été, et une expérience qui a à voir avec l'émancipation des Juifs et l'ambiguïté, les ambiguïtés, les équivoques dans lesquels les Juifs ont été placés du fait de cette émancipation. Alors l'émancipation des Juifs, qu'est-ce que ça a été? Ça a été, disons, aux alentours du XVIIIe, XIXe siècle, la reconnaissance par un certain nombre de pays de l'égalité des droits des Juifs avec les autres. Alors, des égalités des droits civils et ensuite aussi politiques, mais qui concernaient les individus un par un. Donc, l'émancipation, effectivement, reconnaît à chaque juif individuellement une égalité des droits. Mais du coup, ceux qui ne trouvent pas de statut dans ce système d'émancipation, c'est le fait que les Juifs n'étaient pas seulement des individus juifs, mais c'était aussi un groupe, un peuple, avec des traditions, avec des habitudes, des façons de vivre, etc. Et que ceux qui ne trouvent plus de statut dans la problématique de l'émancipation, c'est précisément le groupe juif. Alors que ce groupe continue d'exister, mais il n'est reconnu que comme religion, c'est-à-dire comme une religion, comme la religion protestante ou comme la religion catholique dans les pays émancipateurs. Mais en même temps, il reste des liens, des relations entre les Juifs qui ne trouvent pas de formulation dans la problématique de l'émancipation. Et du coup, les Juifs qui ont accepté avec enthousiasme l'émancipation, soit se retrouvent comme Juifs en tant que religion comme une autre, mais
ils subissent en même temps une injonction à devenir comme tout le monde. C'est-à-dire que l'émancipation, qui est une égalité de droit, l'émancipation s'accompagne d'une exigence de devenir comme les autres, c'est-à-dire de ne plus être reconnaissables comme des juifs. Et donc ceux qui rentrent là-dedans, ils sont pris dans des espèces d'injonctions contradictoires, parce que quand on est pris dans une injonction qui consiste à ce qu'on exige de vous d'être comme tout le monde, c'est-à-dire pas comme un juif. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose de juif qui continue. Mais ce quelque chose de juif qui continue n'a plus de symbolisation. Et donc, la judéité devient quelque chose de mystérieux, devient un problème personnel. Vous distinguiez tout à l'heure entre la judéité et le judaïsme d'Arendt. Est-ce que vous pourriez préciser, est-ce que d'une certaine façon le judaïsme pourrait constituer une clé pour comprendre son œuvre, et est-ce qu'elle se réfère à l'Ancien Testament, au Talmud, dans ses livres? Alors, je crois qu'il faut être clair là-dessus, c'est qu'effectivement, je dirais qu'il n'y a pas de pensée juive chez Arendt, et que la Torah, le Talmud ne sont pas pour elle des sources, enfin des sources de travail. Elle ne travaille pas ces textes-là. Et je dirais aussi que c'est une pensée radicalement séculière, la pensée d'Arendt. C'est-à-dire elle veut interpréter les événements politiques, y compris ceux qui arrivent aux Juifs, en termes non religieux, en termes séculiers. Mais en même temps, il y a des textes dans lesquels justement dans les textes où elle revient sur les ambiguïtés de l'émancipation, où elle dit qu'au fond, voilà, ce qui s'est passé au moment de l'émancipation, c'est qu'un certain nombre de Juifs ont abandonné d'une manière radicale toutes les traditions religieuses, mais elle dit c'est pas pour autant qu'ils se sont donné les moyens d'interpréter correctement leur propre situation dans le monde, et que d'une certaine manière les points de repère que les Juifs avaient par la tradition, c'est-à-dire le rapport à l'élection et le rapport au messianisme, leur donnaient des cadres d'interprétation du monde qu'ils ont complètement évacués par la suite. Et de plus, je dirais que elle pense que la sécularisation au moment aux alentours du XVIIIe, XIXe siècle, s'est faite dans les termes chrétiens, et que elle appelle de ses vœux, d'une certaine manière, une sécularisation des traditions juives, mais dans des termes qui ne soient pas nécessairement les termes dans lesquels la sécularisation s'est faite au sein du christianisme. Et elle a une approche critique d'une pseudo-sécularisation qui s'est faite chez un certain nombre de juifs, pseudo-sécularisation de la notion d'élection, où la notion d'élection lui paraît dans la tradition toujours liée au messianisme, c'est-à-dire d'une certaine façon à une rédemption de l'humanité entière, ce qui est effectivement comme ça dans le judaïsme, et que quand l'élection est coupée de cette dimension d'universalité, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que d'habitude on a plutôt l'idée que l'élection c'est l'idée d'un peuple qui se sent à l'écart des autres, mais avec le messianisme il y a l'idée d'une rédemption de l'humanité entière et pas seulement des Juifs. Mais quand cette notion d'élection est coupée de cette universalité, ça peut devenir un chauvinisme. Ça devient une espèce de conscience de soi, d'être le sel de la terre, etc. Et elle est très critique par rapport à cette pseudo-sécularisation de l'élection. Et de l'autre côté,
le messianisme a pu être réinvesti par un certain nombre de mouvements juifs révolutionnaires, mais qu'elle considère être un espèce d'utopisme, enfin c'est comme ça qu'elle le dit, qui les induit à ne plus considérer la situation effective des Juifs à l'époque où ils se situent. Et effectivement, beaucoup de Juifs révolutionnaires se sont investis d'une manière totale dans les mouvements marxistes, etc. Et ils n'ont pas vu venir un antisémitisme qui se produisait dans leur propre groupe, dans leur propre mouvement, et même ils n'interprétaient pas, ils interprétaient l'antisémitisme dans des termes en disant que c'était une expression du capitalisme, etc., etc. Maintenant, je dirais qu'il y a aussi des passages dans lesquels Arendt reconnaît à la tradition politique des Juifs d'avoir légué quelque chose à la tradition politique occidentale. D'abord, alors bien que là, elle a une approche peut-être critique de la notion de loi comme commandement, qui passe d'une certaine manière dans la tradition occidentale, mais où là, elle a un certain nombre de réserves dans la manière dont c'est passé. Mais je dirais aussi que ce qu'elle retient du judaïsme cette fois-ci, hein, c'est une préoccupation pour la justice, que dans certains textes elle attribue à la tradition juive, et aussi le legs du récit de l'Exode, c'est-à-dire cet extraordinaire récit du passage de l'esclavage à la liberté, qu'elle reconnaît comme étant un des grands récits, une des grandes légendes politiques qui vient effectivement de l'Ancien Testament, quoi. D'accord. Et alors, d'un point de vue biographique, en 33, Arendt fuit l'Allemagne nazie pour la France et elle travaille dans une organisation sioniste pour permettre à de jeunes juifs allemands et d'Europe de l'Est d'émigrer en Palestine. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son engagement et quelle est à ce moment-là sa position sur la question du sionisme? Alors, son engagement sioniste, enfin, son engagement aux côtés des sionistes, comme elle dit toujours, hein, c'est fait avant son émigration, c'est-à-dire que elle, dans les années 30, elle prend conscience de la montée de l'antisémitisme en Allemagne, enfin de la montée, oui, de l'exacerbation de l'antisémitisme en Allemagne, et par l'intermédiaire de son ami Kurt Blumenfeld, qui était le président de l'organisation sioniste allemande, elle se rapproche des sionistes allemands. Alors il faudrait avoir beaucoup de temps pour rappeler ce qu'était le sionisme en Allemagne, quel type de sionisme c'était. Il y avait évidemment l'orientation vers la Palestine, mais il y avait aussi, surtout, alors bon, comme j'ai dit tout à l'heure, une critique de l'assimilation et une dimension morale, c'est-à-dire, comme disait Blumenfeld, une volonté de ne pas vivre le dos courbé et de ne pas, parce que l'émancipation aussi, ça a été vécu comme un cadeau qui a été fait aux Juifs qui au fond n'avaient pas tellement demandé. Et donc, à partir du moment où c'était quelque chose comme ça, il y avait une espèce de rapport de reconnaissance qu'avaient les Juifs à l'égard des pays qui leur avaient accordé l'émancipation. Et quand on est dans un rapport comme ça de reconnaissance, on peut être prêt à aussi un aveuglement, une espèce de confiance absolue dans les États qui nous ont émancipés, et une colonne vertébrale brisée, comme disait Blumenfeld. Et donc là, le sionisme allemand avait un côté moral, c'est-à-dire une volonté de fierté, quoi, de retrouver une fierté de quelque chose que l'assimilation, d'une certaine manière, empêchait, quoi. Et en même temps, c'était les seuls qui étaient, comment dire,
conscient ou qui pointait l'existence de l'antisémitisme. Alors, donc, ça, c'est quelque chose qu'elle retient du sionisme. Mais elle a toujours été, tout en étant proche d'eux et en s'engageant avec eux dans l'action que vous avez mentionnée, elle a toujours été dans une position critique. C'est-à-dire que très tôt, elle critique la manière que le mouvement sioniste a eu de, comment dire, de comprendre tout le sens, enfin, toute l'histoire des pays occidentaux comme étant une histoire de l'antisémitisme. C'est-à-dire comme une façon de diviser le monde en deux, hein, entre d'une part les antisémites et d'autre part les juifs. Donc une vision duelle du monde qui empêche les juifs de considérer que le monde dans lequel ils sont est un monde plus complexe, est un monde pluriel, dans lequel il y a des forces distinctes qui s'affrontent et qui ne peut pas être interprété exclusivement à l'aune de l'antisémitisme. Alors il y a donc cela, et puis il y a toutes ces réserves politiques à l'égard de la, comment dire, de l'orientation proprement politique du mouvement sioniste. Alors, des réserves très tôt, enfin dans les années 40, sur l'interprétation qui est donnée de la déclaration Balfour, hein, c'est-à-dire qui est la déclaration Balfour qui est donnée qui a été accordée par les Anglais après, dans les circonstances de la Première Guerre mondiale, et où Arendt reprend une critique que Bernard Lazare faisait à Herzl, qui se met sous la protection, en 1902, qui se met sous la protection du sultan. C'est-à-dire cette politique qui consiste, pour le mouvement sioniste, à se mettre sous la protection d'une grande puissance. Et aussi bien, et Arendt, par rapport à la déclaration Balfour, trouve que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont les Anglais qui accordent cette déclaration, c'est-à-dire la promesse d'un foyer juif en Palestine, mais c'est une déclaration qui est immédiatement, nécessairement perçue par les Arabes comme de manière hostile, parce que les Anglais s'y entendent pour diviser, pour régner, c'est-à-dire qu'ils accordent le foyer juif aux juifs, le foyer national aux juifs, mais pendant ce temps-là, ça suscite évidemment l'hostilité des Arabes, ce qui est logique. Et donc, c'est cette, si vous voulez, c'est pas cette confiance, mais disons cette orientation politique qui consiste à se mettre sous la protection d'une grande puissance sans se rendre compte, oui, ou en négligeant le fait que ça provoque nécessairement l'hostilité d'une autre partie de la population. Et alors la deuxième, il y a un certain nombre de critiques, d'autres critiques qui sont faites, mais l'autre qui est peut-être l'une des plus importantes, c'est l'opposition, enfin oui, la critique d'Arendt ou la critique qu'elle fait quand le mouvement sioniste en 1942 à Baltimore se décide pour la création d'un État-nation. Et l'analyse qu'elle a faite des impasses dans lesquelles ont été les États d'Europe centrale après la Première Guerre mondiale, quand on a divisé l'Empire austro-hongrois en États constitués de deux populations à peu près égales, mais avec une reconnaissance uniquement d'une population comme étant l'État de la population, faisant que l'autre partie ne pouvait qu'être, ne pas se sentir représentée par l'État, et donc à maintenir des tensions. Elle pense que dans une situation dans laquelle il y a deux peuples qui ne se revendiquent, qui n'ont pas le même récit, qui n'ont pas la même histoire,
faire un État-nation juif ne peut que créer des problèmes, parce que l'État-nation veut une population homogène. Alors homogène, ça ne veut pas dire homogène racialement, mais ça veut dire une population qui se reconnaît une histoire commune, en gros, une langue commune éventuellement. Et s'il y a une bonne partie de la population sur le territoire qui ne se reconnaît pas dans cette histoire-là, elle ne peut jamais être, comment dire, se sentir représentée par l'État-nation qui est lié à à une des deux populations. Bon. Et de plus, constituer un État-nation malgré tout dans ces circonstances-là ne peut, en plus dans les circonstances où ça a provoqué une guerre, ne peut qu'amener à un phénomène de réfugiés, ce qui a été le cas effectivement de ce qui est arrivé aux Palestiniens, lié pas forcément parce que Arendt n'est pas du tout dans une posture, il consisterait à dire le sionisme c'est un méchant colonialisme, ou c'est des gens qui voulaient à toute force expulser les gens qui étaient racistes, etc. C'est pas du tout ça, c'est qu'il y a une logique propre à la constitution d'un État-nation qui fait que, à un moment donné, eh bien, il y a soit une certaine partie de la population qui devient une minorité qui est peu protégée, soit cette minorité est portée à être expulsée. Mais en même temps, quand on regarde les textes sur le sionisme, Arendt n'est pas plus confiante dans les pays arabes alentours aussi, hein. C'est-à-dire qu'elle se rend compte très vite que comment dire la naissance de l'État d'Israël est aussi un point d'unification entre des régimes qui par ailleurs auraient toutes les raisons de, Oui, de justement, c'est la s'opposer les question uns que je aux voulais autres. vous poser. Est-ce que, justement, en 1948, donc la date de la création de l'État d'Israël, est-ce que ça, comment évolue sa position? Est-ce qu'elle a, à ce moment-là, elle écrit sur... Alors, bon, il faudrait avoir le temps de revenir sur sur sa collaboration avec Judas Magnès, mais bon, on n'a pas le temps. Donc, en 1948, bon, bah, l'État est créé, et c'est quelque chose qu'elle accepte. C'est-à-dire que elle prend l'État d'Israël est un fait, hein, qui modifie, qui est un événement dans l'histoire des Juifs. Qu'on soit d'accord ou pas avec tout ça, c'est un événement qui a eu lieu, qui a lieu comment dire et qui fait partie de qu'on soit content ou pas, ça fait partie de notre ça fait partie de notre présent, ça fait partie de notre histoire. Et elle ne va pas elle n'écrit plus sur le Moyen-Orient pendant toutes ces années. Dans sa correspondance privée avec Jaspers, elle revient en particulier sur l'aventure de Suez, un petit peu d'ailleurs dans la même ligne que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'erreur, à son avis, qui consiste à se mettre du côté des impérialistes, des impérialistes. Mais attention, quand je dis ça, je ne veux absolument pas dire la même chose que ceux qui disent que le sionisme est un impérialisme, etc. C'est plus une question de choix d'alliance politique à un moment donné. Et puis alors, c'est au moment du procès Eichmann, évidemment, que comment dire, la question de son rapport à Israël revient. Alors il faut en même temps, quand on regarde bien les choses de près, il y a une légitimation d'Israël dans Eichmann à Jérusalem. Il y a une critique du gouvernement israélien de la façon dont il politise le procès Eichmann, son refus en particulier d'accepter que le procès soit une leçon pour les Juifs du monde entier. Alors, il faut aussi dire, pour être juste, que c'est certainement vrai que Arendt ne se sentait pas très bien en Israël, hein, que elle avait des amis, elle avait de la famille, mais disons que c'était pas un endroit où elle se sentait très bien. Mais je dirais, et alors, hein, on n'est pas non plus tenu
c'est des choses qu'on lui reproche, mais je veux dire, il y a des tas de gens qui pensent que Israël est un est tout à fait légitime dans son existence, et puis qui sont pas très à l'aise en Israël. Donc elle, ben non, elle était plus à l'aise aux États-Unis, elle était plus à l'aise en Grèce ou ailleurs. Mais en même temps, euh, elle légitime l'État d'Israël, et en particulier d'une manière très singulière, enfin pas singulière, mais intéressante, parce que elle ne veut pas légitimer l'État d'Israël comme une compensation par rapport à la Shoah. Euh, mais elle dit à un moment dans Ishmael à Jérusalem que euh, s'il y a eu un État d'Israël, c'est parce que il y a eu entre les Juifs pendant des siècles des relations, des langues, des modes de vie, etc., qui étaient comme un espace entre eux, qui s'est au fond matérialisé avec la naissance de l'État d'Israël. Et par ailleurs, euh, dans un interview qu'elle donne à Roger Herrera en 1973, donc quelques années après le, disons, l'ouragan Eichmann, euh, elle, elle, elle dit quelque chose qui me paraît très, très juste. Elle dit, voilà, que nous le voulions ou non, euh, l'État d'Israël est en gros une instance politique qui nous représente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les Juifs de la diaspora seraient représentés par Israël au sens où euh, nous devrions légitimer tout ce qui s'y passe, mais que Israël continue d'assumer le nom de Juif, et que si nous aussi nous continuons de l'assumer, quelle que soit la façon dont nous le fassions, ce que fait Israël nous concerne en tant que juifs, qu'on soit content ou pas de ce qui de ce qui s'y passe, qu'on soit content de la forme que ça prenne ou pas, il y a là un fait. Euh, et alors oui, il y a une autre chose peut-être que pour aller au bout de cette idée-là que j'ai oublié de dire tout à l'heure, justement par rapport à la question du judaïsme, c'est que euh, il y a une dimension. Je disais tout à l'heure que ce qu'elle retient du judaïsme, c'est le souci de la justice. Et ce qu'elle déplore, concernant justement la forme qu'a pris le sionisme après la Shoah, mais tout en comprenant aussi pourquoi c'est comme ça, hein, c'est qu'il se trouve que l'État d'Israël est né euh, après la Shoah. Et donc, dans une situation où le mot injustice concernant ce qui est arrivé est faible. Il ne s'agit pas seulement d'injustice, il s'agit de quelque chose de plus. Je ne sais pas quel mot, mais bon, c'est une injustice plus, si on peut dire. Bon. Et que donc, ayant subi ça, euh, il y a une tendance, il y a eu à ce moment-là une tendance chez les Juifs à, comment dire, euh, abandonner le souci de la justice pour les autres. C'est-à-dire abandonner, ou en tout cas secondariser le souci de la justice pour les autres. D'autant plus qu'il s'est passé une conjonction euh, contingente au fond, mais au fond dans laquelle nous sommes encore. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois la Shoah et le crime absolu que les Juifs ont subi, et il y a eu en même temps euh, euh, l'histoire du sionisme en Israël qui a donné lieu à l'État, où des Juifs agissaient et donc pouvaient être, comment dire, être causer de l'injustice à d'autres. Et d'une certaine manière, l'énormité de ce qui avait été commis contre les Juifs euh, par les nazis a retenu certains de continuer d'avoir le souci de la justice pour les autres. Mais il faut faire très attention quand on dit ça, parce que certains disent les victimes deviennent bourreaux. C'est absolument pas ça. C'est-à-dire que euh, euh, les victimes ont été victimes de quelque chose, et
même si on a été victime de quelque chose, cela ne nous garantit pas jamais de commettre des injustices à notre tour. Mais ça ne veut pas dire que les injustices que nous commettons, c'est faire la même chose aux autres que ce que nous avons subi, ce qui est une tendance de nos jours. Quand on cherche à articuler, parce que c'est très compliqué, le fait qu'il y a cette histoire qui pèse encore sur nous, et en même temps le fait que des gouvernements qui se revendiquent du judaïsme, qui sont les gouvernements israéliens, perpètrent des injustices à l'égard d'autres. Et donc il y a une, comment dire, je crois qu'il faut céder sur rien, quoi. Hein. Alors, voilà. Peut-être avant d'en revenir, de revenir sur le procès, enfin sur son livre, sur le procès d'Eichmann, quand même une question sur son analyse du totalitarisme, oui. Parce qu'on reproche souvent à Arendt son concept de totalitarisme qui l'empêcherait de donner un véritable statut au génocide juif. Oui. Et alors, comment est-ce que vous jugez cette critique? Alors, je crois que bon, il faut peut-être reprendre, pour élucider ce point, il faut peut-être reprendre les deux étapes de la réflexion d'Arendt sur l'antisémitisme et ensuite sur le totalitarisme. Quand elle est partie d'Allemagne, elle avait le projet de, comme elle dit, il faut connaître nos ennemis. C'est-à-dire que ce qui compte quand on est en butte aux persécutions, c'est de savoir à qui on a affaire. Et donc, elle avait tout un projet d'analyser l'antisémitisme en rapport avec l'histoire de l'Allemagne. Mais en même temps, elle comprend, enfin, elle pense que même dans l'histoire de l'Allemagne, il y a une forme d'antisémitisme qui n'est pas le même que l'antijudaïsme traditionnel. Donc elle analyse, disons, l'antisémitisme moderne comme peut-être pouvant reprendre des thèmes antisémites traditionnels, mais qui si vous voulez, ne sont pas, comment dire, s'élaborent différemment et ont une fonction différente aussi dans la société. Et dans les années 43, alors qu'elle est déjà aux États-Unis, elle raconte a posteriori qu'elle entend parler d'Auschwitz. Et là, il y a quelque chose qui lui vient à l'esprit, que ce qui s'est passé là, on ne peut pas en rendre compte exclusivement par l'antisémitisme. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'autre qui se passe, hein, qu'il faut comprendre avec d'autres éléments. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que aussi l'antisémitisme tel qu'il va se mettre à fonctionner dans le nazisme est un antisémitisme qu'elle va dire totalitaire, qui bien sûr reprend aussi des éléments de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme moderne, mais qui va jouer un rôle dans le système, dans son ensemble, qui est quelque chose de nouveau. Bon. Puis la deuxième étape, c'est la prise de connaissance après la guerre de ce qui se passait en Union soviétique et avec les témoignages venant des camps soviétiques. Et là, il y a un certain nombre de convergences qui lui apparaissent, et donc elle modifie son projet initial, et elle va, au lieu d'écrire un livre sur l'antisémitisme, elle conçoit ce qu'elle va appeler les origines du totalitarisme. Et du coup, comme elle est frappée par les convergences, c'est vrai que le fameux chapitre sur les laboratoires de la domination totale, qui est donc le point focal du totalitarisme, c'est-à-dire ces espèces de laboratoires où on expérimente une transformation de la nature humaine, disons, pour aller vite. Eh bien là, c'est vrai qu'elle a tendance à, comment dire, ne pas accorder, disons, de statut spécifique au génocide.
Bon, ce à quoi on peut dire que la distinction claire des deux filières, c'est quelque chose qui a été fait par les historiens quand même beaucoup plus tard. Mais il est vrai que cette distinction n'est pas faite explicitement là, mais aussi parce que ce qui l'intéresse dans son travail, c'est d'identifier qu'est-ce que c'est que ce nouveau régime politique qui est un régime qui est un régime de domination, mais qui est une domination qui n'est pas la même que les dictatures traditionnelles, qui n'est pas la même que les fascismes. Et donc son travail intellectuel là est d'identifier ce régime. Donc dans les origines, elle a un chapitre effectivement sur le laboratoire de la domination totale dans lequel la distinction entre, disons, le génocide et la déportation n'est pas faite d'une manière explicite. Et effectivement, on a tiré argument de cela pour dire que c'est la catégorie de totalitarisme qui empêche de donner un statut au génocide. Or, je crois que c'est pas exact. C'est-à-dire que la catégorie de totalitarisme, disons que c'est la recherche d'une catégorie pour dire, pour prendre acte de la naissance d'un nouveau régime politique. Mais un régime politique, quand on l'identifie, eh bien, il a différents visages. C'est-à-dire qu'il se déploie dans des circonstances historiques différentes, les circonstances de l'URSS n'étant pas celles du nazisme. Et donc, le point commun entre eux, c'est que ce sont des régimes criminels. Et il faut les considérer à partir de leurs crimes le plus incandescents. Alors, les crimes du régime stalinien, c'est-à-dire la déportation, le goulag, etc., sont à mettre en rapport avec le régime totalitaire stalinien. Et la Shoah est le crime le plus incandescent du nazisme. Et donc, à la fois, il est probable que toute l'analyse du totalitarisme ne rend pas compte totalement de ce que ça a été que la Shoah, mais à l'inverse, il y a trop de convergence, à mon avis, entre le régime stalinien et le régime nazi. Il y a qu'à lire Margaret Buber-Neumann. Il y a sans doute une convergence entre la Kolyma et Ravensbrück. Maintenant, Auschwitz, Treblinka, c'est quelque chose d'autre d'une certaine manière, mais ça n'est pas non plus complètement sans rapport avec le régime dans son ensemble. Et donc c'est cette articulation-là qu'il faut travailler, ne pas, je crois, comment dire, opposer, ou on emploie le mot, où on est intéressé par la catégorie de totalitarisme qui effectivement nous induit à établir des comparaisons entre nazisme et stalinisme. Où on ne peut pas donner un statut à la Shoah. Parce qu'effectivement, il est tout à fait exact qu'il n'y a pas d'équivalent de la Shoah dans le stalinisme. Absolument. Et on lui a reproché aussi que son concept de totalitarisme l'aurait empêché de comprendre le procès d'Eichmann justement aussi. C'est-à-dire que le livre qu'elle publie donc en 63 à propos donc de ce procès, qui est intitulé, je rappelle, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, donc déclenche une controverse violente. Trois reproches principaux étaient adressés à Arendt, donc sa mise en cause de certains responsables des conseils juifs, son ton ironique entre guillemets, et l'expression même de banalité du mal. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces points de polémique et nous expliquer aussi surtout peut-être pourquoi cet ouvrage a suscité tant d'hostilité de la part des Juifs à l'égard d'Arendt et comment elle l'a vécu? Alors bon, ça tombe bien que vous me posiez une question sur Eichmann à Jérusalem, parce qu'il se trouve que avec mon amie et collègue Anne-Marie Roviello, qui est professeure de philosophie à Bruxelles, nous allons publier un ouvrage qui s'intitulera Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Hannah Arendt. Donc ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu inspiré de ce livre qui va sortir. Et
justement, nous pensons que il y a une articulation entre les origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem, parce que l'analyse qu'elle fait du régime totalitaire, de la perversion de la loi dans le régime totalitaire, est complètement présente pour comprendre justement le phénomène Eichmann. Alors, je dirais sur Eichmann, mais je reviendrai peut-être après sur la question de l'hostilité que ça a suscité. Bon, vous avez fait vous-même un documentaire sur ce sujet, donc on a vu aussi les déformations. Et je dirais aussi sans doute ce qu'on peut appeler des réponses du berger à la bergère, c'est-à-dire que le texte lui-même est très compliqué, tordu, rapide, et puis il y a cette façon qu'Arendt a de commencer des phrases par toute la vérité, c'est que ça. Donc, je dirais que la polémique a aussi une racine dans le livre lui-même. Mais disons que nous, on insistera plutôt sur les contresens. Hein. Bon, alors là, ça serait un peu trop. On n'a pas le temps vraiment d'y insister. Mais moi, ce que je voudrais dire là, dans le temps qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qui intéresse Arendt quand elle est à ce procès, c'est la question de la responsabilité d'un individu et une revalorisation à ce moment-là du dispositif judiciaire comme mettant sur la sellette quelqu'un qui doit répondre en son nom propre de ses actes. Donc ça veut dire que tous ceux qui disent que pour Arendt, Eichmann est un rouage dans une grande mécanique et que c'est exactement comme ça qu'il se défend, je dirais que ça c'est vraiment un contresens absolument fondamental, parce que c'est justement pour montrer que la théorie du rouage, c'est pour aller contre la théorie du rouage qu'elle donne une telle importance au dispositif judiciaire. Et que dans une cour de justice, eh bien, ce qui compte, c'est la responsabilité et la culpabilité de l'individu. Mais quand on a affaire à une culpabilité criminelle génocidaire, eh bien, on doit la mettre en rapport avec un contexte, avec le régime dans lequel l'individu a été un exécutant. Donc, il faut avoir un peu des connaissances, effectivement, comme elle dit, sur le totalitarisme. Et c'est bien. Mais en même temps, ces références-là, c'est un contexte, mais qui n'est jamais une cause explicative. Alors, très rapidement, le problème, enfin, que pose à la notion de responsabilité telle que le droit l'emploie généralement, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui savait ce qui se passait. Il savait très bien où allaient les trains, il a été à Auschwitz, il savait parfaitement ce qui se passait, et qui en même temps est pris dans des activités telles que lui dénie le lien entre ces activités et ce qui se passait. Donc il sait quelque chose, et en même temps il ne se sent pas coupable. Alors l'expression banalité du mal, je crois qu'il faut toujours avoir conscience que c'est une expression oxymorique. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à ne retenir que banalité. Or, c'est toujours banalité du mal. C'est-à-dire ce dont il s'agit, c'est d'un génocide et pas d'autre chose. Et c'est donc un génocide. D'ailleurs, Arendt, en anglais, ne dit jamais banal evil, elle dit toujours banality of evil. C'est bien sûr pas le mal qui est banal. Voilà, donc c'est pas le mal qui est banal, c'est une banalité qui s'exerce. Alors d'abord, elle s'exerce par toutes sortes de moyens, cette banalité. Alors, c'est-à-dire que Eichmann, comment dire, effectivement ne tue personne directement.
il a des activités qui, dans un autre contexte, ne seraient pas criminelles. Des activités. Alors d'ailleurs, bon, là on montre, si vous voulez, que il n'est pas que dans son bureau, Eichmann. Il n'est pas là en train de signer des papiers. Arendt sait très bien, elle le dit, que c'est quelqu'un qui négocie, c'est quelqu'un qui organise, c'est quelqu'un qui, il est sur le terrain d'une certaine manière. Et effectivement, une des grandes, une pièce importante de son activité, c'est la mise en place des conseils juifs. C'est-à-dire c'est lui qui, à Vienne, a inventé d'une certaine manière ce système qui sera repris par la suite à Berlin et après ailleurs. Et vous pourriez nous en dire plus justement sur ce système et comment il est... Alors peut-être 2 mots encore sur la banalité du mal. Donc expression oxymorique et en même temps lien avec ce qu'elle appelle l'absence de pensée. Ce qu'elle appelle la Gedankenlosigkeit en allemand. Et alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on entend par pensée, parce qu'on dit absence de pensée. Il ne s'agit pas de la réflexion en général. Bon, c'est quelqu'un qui éventuellement peut à la limite réfléchir. Il ne s'agit pas d'intelligence. Il ne s'agit pas non plus de penser le mal en général et d'avoir une grande théorie sur le mal. C'est que la pensée dont il s'agit ici, c'est le jugement. C'est une pensée qui se déploie en jugement. Et ce dont Eichmann ce qu'Eichmann se refuse à faire, c'est à distinguer le bien du mal. Elle dit toujours ça comme ça. C'est un refus ou une incapacité de distinguer le bien du mal. Et alors, dans Eichmann à Jérusalem, d'ailleurs, c'est pas encore tout à fait élaboré. C'est quelque chose qu'elle va élaborer, qu'elle va mettre toute sa vie, la vie qui lui restera à élaborer. C'est en quoi l'absence de pensée est-elle partie prenante de l'incapacité de juger que quelque chose est mal. Alors, juger que quelque chose est mal, c'est pas juger en général, c'est toujours juger ceci est mal. Et ceci est mal, c'est à la fois un mal qui se passe dans le monde, mais c'est aussi un mal que je fais moi. Et c'est être incapable de juger que je fais du mal. Et là où, dans Eichmann à Jérusalem, en tout cas, il y a un lien avec la pensée, c'est que la pensée, ici, est aussi liée à la sensibilité, c'est-à-dire à l'absence de pitié. Et la pitié, dit-elle, c'est d'ailleurs, elle a, il y a un petit peu une réminiscence de Rousseau, c'est un mouvement d'imagination qui me fait comprendre que l'autre souffre sans que je souffre moi-même. Et donc, dans le mouvement de la pitié, il y a un mouvement déjà de pensée, c'est-à-dire un mouvement qui me fait sortir de moi-même pour penser le sens de ce qui se passe. Et donc, la pensée dont il s'agit là, c'est ce qui est comment dire, ce qui est cassé ou comment dire empêché, ce dont il s'empêche lui-même, Eichmann, c'est véritablement la quête du sens. Oui, en ce sens-là aussi, vous faisiez allusion à cette absence de chez Eichmann de se mettre à la place, cette possibilité de se mettre à la place de l'autre. Et il me semble qu'Arendt aussi utilise l'image pour désigner la banalité du mal d'un champignon qui se propage à la surface de la terre. Et que par le terme de banalité, il y a aussi cette idée que l'absence de pensée et de jugement, elle se propage justement, alors que justement la pensée, c'est seule la pensée a de la profondeur et de la radicalité, précisément parce que elle envisage l'autre et donc est-ce que dans cette idée de banalité aussi Oui, alors c'est-à-dire que ça demanderait de reprendre la question du rapport entre le fameux mal radical des origines et puis la banalité du mal. Et si vous voulez, ce qu'on va essayer de montrer dans notre livre, c'est qu'en fait, à notre avis, malgré ce qu'en dit Arendt quand elle dit que elle a changé, qu'elle ne parlerait plus de mal radical, elle parle d'une certaine manière de choses proches, parce que peut-être
le mal à faire aussi avec ce qu'elle appelle dans les origines le désintéressement et le déracinement. Et le déracinement, c'est une superficialité et que l'on retrouve d'une certaine manière aussi dans la banalité du mal. Et effectivement, à partir du moment où la pensée est empêchée, où l'individu s'empêche de penser, puisqu'on est, il y a une responsabilité, hein, et bien d'une certaine manière, la quête du sens s'arrête, et à la place de la quête du sens, il y a l'idéologie totalitaire et la logique totalitaire dont on peut montrer qu'elle est à l'œuvre chez Eichmann aussi, hein, même si par ailleurs Arendt dit que au fond elle a abandonné, ou en tout cas elle ne donne plus autant d'importance à l'idéologie. Et alors, donc, pour en revenir sur la question des conseils juifs, elle le développe sur une dizaine de pages sur son ouvrage, et c'est quand même une des critiques les plus. Voilà, alors alors il faudrait avoir le temps de montrer que ce n'est, enfin, on dit voilà qu'elle accuse les juifs de s'être assassinés eux-mêmes, que elle met sur le même plan de culpabilité les juifs et les conseils juifs, etc. On pourra montrer que à notre avis ça tient pas ça. Moi on s'est dit que il faut resituer la mention des conseils juifs dans la dynamique du livre, dans la construction du livre. Et une des grandes questions du livre qui court du début du livre jusqu'à la fin, c'est l'énigme de la conscience d'Eichmann. Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Qu'est-ce que c'est que cette conscience dont la voix dit tu tueras plutôt que tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Et donc, alors, non seulement il faut mettre ça en rapport avec le type de régime dans lequel ça se situe, sans en faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, sans en faire une cause déterminante. Mais dans ce chapitre 7, où les conseils juifs apparaissent, il est question surtout de ce qu'elle appelle l'effondrement moral généralisé produit par le nazisme. Ce qui veut dire que, et elle précise, non seulement chez les tortionnaires, mais aussi chez les victimes. Alors, évidemment, dès qu'on lit côte à côte les deux, on se dit elle les identifie. Bon, moi je ne crois, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour Arendt, les membres des conseils sont des victimes. À tous les moments, ce sont des victimes. Et l'institution des conseils est peut-être l'institution la plus perverse que les nazis ont mis en place, c'est-à-dire effectivement, et ça tous les historiens qui travaillent sur les conseils juifs le disent, hein, c'est-à-dire que c'est une institution qui détourne complètement les organisations juives qui existaient, qui les détournent, d'abord qui en créent de nouvelles, ou qui détournent celles qui existaient, en mettant en place un dispositif complètement de simulacre, où effectivement ces malheureux souvent c'était des malheureux, c'était des gens, des hommes bien, des hommes bons, qui voulaient faire du bien, à leur communauté, etc., mais qui ont été pris dans un piège tel que tout ce qu'ils pouvaient faire, disons, pour aider les gens, se retournait nécessairement en dispositif pour les rendre exterminables. Alors, donc il y a tout cet aspect-là. Bon. Alors, comment dire? En même temps, Arendt pense que la situation dans laquelle étaient les membres des conseils juifs n'est pas tout à fait la même, par exemple, que les Sonderkommando. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où certes, on est sous la terreur, mais c'est pas la terreur aussi directe que la terreur que l'on va voir à l'œuvre dans les camps d'extermination. Et que donc, il y a une marge. Elle cherche où est la marge à ce moment-là.
Ça peut pas être la résistance. Elle ne reproche absolument pas de pas avoir résisté. C'est éventuellement la marche de ne rien faire, c'est-à-dire de renoncer au pouvoir, de dire je ne suis qu'un juif parmi d'autres, et parce qu'en fait ce pouvoir n'en est pas un, c'est un pouvoir illusoire. Mais je crois que la question surtout qu'elle se pose, c'est par quelle justification ces gens-là ont-ils donné? Et ça a pu être des justifications comme si c'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront à notre place, ou on peut en sacrifier quelques-uns pour sauver une majorité, etc. Et la question, c'est est-ce que ce sont là des principes qui peuvent être des principes qui peuvent nous guider à un moment ou à un autre. Ces principes-là, ce sont des principes qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire dans le chapitre sur la conscience d'Eichmann? C'est que, d'une certaine manière, Eichmann dit à un certain moment que personne n'est venu lui reprocher ce qu'il faisait. Personne n'a invoqué des principes supérieurs, pas même le beau pasteur Gruber, qui était tellement une grande figure de la résistance allemande, n'est venu lui dire que voilà, ce que tu fais c'est pas bien, rappelle-toi que tu étais élevé comme un chrétien, etc. Et qu'il venait pour demander des exemptions. Alors, du point de vue d'Eichmann, qui est incapable de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire qui ne se rend absolument pas compte de ce que c'est pour quelqu'un qui est un responsable juif, que de devoir négocier avec lui, que de devoir faire tout ce qu'il a à faire, etc. Il est incapable de ça. Mais qu'est-ce qu'il voit de son point de vue? Il voit des gens, effectivement, qui viennent lui demander des exceptions et donc qui ont l'air d'accepter le point de départ qui est on va exterminer les gens, mais on va s'arranger pour que ça se passe de telle ou telle manière. Mais c'est le point de vue d'Eichmann, et c'est à partir de là que ça a une part, je dis bien une part, dans la tranquillisation de sa conscience. Maintenant, effectivement, c'est extrêmement difficile à dire sans et sans doute Arendt est très, comment dire, elle est très imprudente, elle va très vite, hein. Mais je crois que si l'on essaye de comprendre quelle est la question qu'elle pose à cet endroit-là du livre, peut-être on peut arriver à sortir comment dire, de l'opprobre généralisé dans laquelle ce chapitre est tombé, quoi, dans l'esprit de pas mal de gens, quoi. Voilà. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.